L'Ukraine lutte contre l'invasion russe depuis 3 ans, mais un nouveau front se dessine auquel même les États-Unis n'étaient pas préparés. La Finlande, qui partage une frontière de 1300 km avec la Russie, agit d'une manière qui a pris tout le monde par surprise. Après des années de neutralité prudente, la Finlande a finalement décidé d'intervenir et a fourni son plus important programme d'aide militaire à ce jour. Il ne s'agit pas seulement d'armement. Cette action est un message adressé à Washington et à Moscou. L'Europe n'attend pas que les États-Unis prennent la décision finale dans ce conflit, mais que contient exactement l'énorme aide apportée par la Finlande. Pourquoi est-elle si importante aujourd'hui et qu'est-ce que cela présage pour l'avenir de l'OTAN, de la Russie et de l'Ukraine? Analysons tout cela. Commençons par examiner les détails du dernier don de la Finlande à l'Ukraine. Le ministère finlandais de la Défense a fait une déclaration qui a également été diffusée sur les chaînes de télévision et de radio nationales. L'annonce affirme que ce transfert de matériel militaire diffère de certaines des contributions antérieures qui étaient, pour reprendre une citation, des fournitures de stock. Cela signifiait que le stock d'armes existant de la Finlande avait été utilisé pour fournir à l'Ukraine une partie de son équipement militaire dans le passé. En outre, il indique qu'une partie du matériel donné à l'Ukraine n'a pas été fabriqué en Finlande. Plutôt que de compter sur des formations et des fournitures supplémentaires pour les soldats de première ligne, l'Ukraine a utilisé son propre arsenal d'équipements qui comprenait généralement des armes, des blindés ou des munitions de l'époque soviétique, ainsi que des équipements qu'elle avait obtenus de la Finlande et qui pouvaient compléter directement ces équipements. Nous pouvons déduire de la déclaration qu'au moins une partie des lots d'armes les plus récents fournis à l'Ukraine provenaient, en quelque sorte, directement des fabricants de l'industrie militaire finlandaise. Cela a plusieurs conséquences pour la Finlande et le conflit actuel. Pour commencer, la Finlande a déjà envoyé des stocks. Ces contributions ont sans aucun doute été cruciales au cours de la première année du conflit en Ukraine. La majorité des armes dont disposait l'armée ukrainienne en 2022 étaient des vestiges de la chute de l'Union soviétique. L'Ukraine a ensuite modifié les armes pour les rendre plus compatibles avec les conceptions modernes, mais l'armement du pays était fortement inspiré de celui de l'Union soviétique. En raison des disparités extrêmes entre les matériels militaires soviétiques et occidentaux, en particulier au plus fort de la guerre froide, des équipements d'apparence similaire pouvaient avoir des fonctions complètement différentes et des avantages et inconvénients distincts selon leur utilisation prévue. Par conséquent, l'armée ukrainienne reçoit une formation plus poussée avec ce type d'armes et connaît mieux leurs applications potentielles et leurs capacités sur le champ de bataille. Cela a été utile car de nombreux pays de l'OTAN ont fourni de grandes quantités de chars soviétiques tels que les T-72, mais ils ont été modernisés ou réparés pour fonctionner avec des technologies, des optiques et des tactiques plus récentes. Par conséquent, la fourniture par l'OTAN d'une technologie comparable à l'Ukraine, y compris les livraisons de stocks mentionnées précédemment, a permis à l'Ukraine de les déployer plus facilement sur le champ de bataille et de tirer parti de l'augmentation significative de leur nombre. Naturellement, cela conduit à l'étape suivante des dons qui comprend des équipements plus sophistiqués tels que les véhicules blindés M2 Bradley et M1 Abrams, les F-16, les Patriotes et les missiles ATACMS. Ces armes et équipements ont été pour la plupart fournis par les États-Unis dans le but de réduire l'avantage technologique de la Russie. Jusqu'à présent, l'Ukraine a grandement bénéficié de cette approche. Grâce aux armes et équipements de l'époque soviétique remis en état, l'armée ukrainienne a pu transformer ce qui devait être une défaite décisive en une guerre d'usure dans laquelle l'Ukraine a une réelle chance de gagner ou du moins de sortir vainqueur. Cependant, y a-t-il des détails disponibles concernant les types d'équipements que la Finlande fournit dans cette série de dons? Malheureusement, non. Cependant, cela a un certain sens car jusqu'à présent, presque tous les gouvernements ont gardé secret le contenu de la majorité de leurs dons, du moins en ce qui concerne le matériel militaire, à moins que l'équipement ne soit révolutionnaire, comme les F-16 que quelques nations européennes ont donné en juillet 2024. La seule information que l'on peut tirer de la notification susmentionnée est que le ministère finlandais de la Défense pense que le matériel qu'il livre cette fois-ci sera crucial pour la lutte en cours. Même si cela rend les choses plus précises, il y a encore beaucoup de place pour les conjectures. La publication indique clairement que tout le matériel serait expédié directement en Ukraine après avoir été commandé directement auprès du fournisseur. En outre, cela améliore la chaîne d'approvisionnement des armes et augmente la transparence. Le fabricant peut avoir plus de contrôle sur le produit fini et sur la manière dont il est livré à l'Ukraine, car il produit les armes spécialement pour ce pays. L'implication un peu plus importante, cependant, est que la Finlande fournira principalement à l'Ukraine de nouveaux lots d'armes.
Pourquoi? Cela est lié aux armes et équipements soviétiques reconditionnés dont il a été question précédemment et qui ont été donnés à l'Ukraine en grande quantité au début du conflit. Bien que ce don ait permis à l'Ukraine de déployer des armes plus rapidement, ce qui constituait une amélioration significative en termes de préparation au combat, l'équipement présentait l'inconvénient d'être reconditionné, des articles usagés qui étaient probablement déjà devenus obsolètes dans leur pays d'origine. Prenons l'exemple des célèbres F-16 dont la donation à l'Ukraine a été autorisée après plus d'un an. La réaction de la Russie, qui a affirmé que les avions de chasse représentaient une menace importante pour la souveraineté et la sécurité de la Russie, a contribué au retard et a abouti à une nouvelle menace de guerre nucléaire. Techniquement, tous les avions qui provenaient du Danemark et des Pays-Bas devaient être retirés du service actif. Des contrats pour des avions plus récents qui permettraient de moderniser leur flotte étaient déjà en place pour les 3 pays. Par conséquent, la capacité de combat de l'Ukraine n'a été que peu affectée par le don d'avions. Au fil des ans, des équipements fabriqués aux États-Unis ont été importés en Ukraine de la même manière. Par exemple, les chars M1 Abrams ont été modifiés pour devenir le modèle d'exportation vendu à l'étranger par des fabricants américains en retirant le rembourrage supplémentaire du blindage. En théorie, cela réduit la capacité de survie des chars. Même la version export du char, selon le Conseil européen des relations étrangères, est bien supérieure aux chars russes modernes en termes de maniabilité et d'armement. La crainte d'être intercepté et de faire l'objet d'une rétro-ingénierie par la Russie est l'une des principales raisons pour lesquelles si peu de pays ont fourni des technologies sophistiquées ou du moins modernes en comparaison. Malgré ses défauts, l'armée russe a repris près de la moitié de la zone que l'Ukraine avait conquise à Koursk en août de l'année dernière et a fait quelques progrès sur la ligne de front principale dans le Donbass ces derniers mois. Les lignes de front sont probablement âprement disputées en raison de la relative stagnation de l'avancée territoriale. Étant donné que la Russie a conservé un avantage numérique important en termes de nombre d'artillerie et de préparation, cela est particulièrement vrai de son côté du champ de bataille. Cela réduit la durée de vie prévue des équipements donnés et rend l'Ukraine de plus en plus dépendante des dons terrestres. La majorité des équipements que l'Ukraine reçoit sont donc plus anciens, ce qui est logique. En tout cas, on ne s'attend pas à ce qu'ils durent encore 20 ans. Avant de pouvoir réévaluer la situation, ils doivent simplement aider l'Ukraine à traverser la guerre pendant l'année à venir. En termes de dons, cependant, la Finlande semble être une anomalie. Quelques autres annonces notables ont été faites par la Finlande en 2024, mais la plus récente s'est distinguée par le fait qu'elle figurait parmi les plus gros investissements en termes de montant en dollars ou en euros. Plus précisément, elle avait précédemment déclaré qu'elle envoyait des prototypes d'armement de pointe en Ukraine pour des essais sur le terrain selon le ministère de la Défense du pays. Bien sûr, cette idée n'est pas nouvelle. Au cours des 3 dernières années, l'OTAN a livré à l'Ukraine un certain nombre d'équipements, dont beaucoup ont fourni une mine d'informations sur leur efficacité sur le champ de bataille. L'explication est simple, cela fait des décennies que 2 nations dotées de capacités technologiques comparables et ayant accès à des armes modernes ne se sont pas engagées dans un conflit majeur. En outre, la Russie continue de figurer parmi les principaux fabricants mondiaux de matériel militaire de pointe et elle est particulièrement réputée pour posséder certaines des meilleures technologies d'artillerie et de défense antiaérienne. Par conséquent, les cadeaux permettent à la nation hôte de connaître les types d'armes et de stratégies qui seraient les plus efficaces dans un conflit entre 2 forces contemporaines qui dépendent de plus en plus de la technologie, y compris les drones et la reconnaissance à longue portée. L'une des leçons les plus importantes apprises par les spécialistes militaires occidentaux est que l'artillerie est en train d'évoluer plutôt que de devenir obsolète comme on le pensait souvent. En raison de sa lenteur, l'artillerie traditionnelle doit être positionnée avant de tirer, puis démontée et déplacée avant que l'adversaire ne puisse trianguler le lieu de lancement et exécuter une contre-attaque. Les HIMARS et autres véhicules de soutien de l'infanterie fournis à l'Ukraine sont peut-être les exemples les plus clairs de la stratégie de frappe éclair que l'Occident préfère actuellement. La polyvalence opérationnelle et la capacité de survie des véhicules blindés lourds peuvent être considérablement accrues par la possibilité de tirer sur une cible puis de se déplacer rapidement vers une nouvelle position pour tirer à nouveau. Même dans ce cas, on ne sait pas grand-chose de ce que pourraient être ces prototypes. Jusqu'à présent, le complexe industriel militaire finlandais et plus particulièrement le fabricant d'armes Patria nous a fourni les indices les plus importants. Le gouvernement finlandais détient la majorité de Patria, le plus grand producteur national d'armes du pays, tandis qu'une organisation de défense norvégienne détient les 49% restants. La société a fourni à la Finlande et aux forces de défense internationales une variété de systèmes militaires de pointe, dont certains ont été utilisés sur les champs de bataille ukrainiens
Le Patria AMV, Armored Modular Vehicle, véhicule blindé polyvalent à 8 roues, en est un exemple marquant. Sa polyvalence, qui lui permet d'intégrer divers systèmes d'armement et technologies, est l'un de ses principaux atouts. Grâce à sa capacité d'adaptation, l'AMV peut être utilisé comme véhicule de transport médical, véhicule de soutien de l'infanterie ou véhicule blindé de transport de troupes. Il existe plusieurs variantes de châssis, comme les modèles à armement élevé conçus pour transporter des armes plus grosses et les modèles à toit surélevé utilisés pour le transport et les tâches de commandement. Le blindage renforcé de l'AMV s'est conçu pour résister aux mines antichars les plus répandues, telles que les TM62, fréquemment déployés par les forces russes et ukrainiennes. La Pologne a acheté des modèles d'AMV et les a modifiés pour privilégier les capacités amphibies à un blindage plus important. Les problèmes liés à l'artillerie tractée sont un domaine dans lequel le système AMV pourrait être amélioré. Grâce à l'utilisation d'un moteur diesel intégré sur une plateforme à roues, Patria fabrique un obusier tracté de 156 mm qui peut tirer 6 coups par minute avec une autopropulsion limitée. Patria avait essayé d'installer cet obusier sur un châssis de char soviétique T-55, mais le système qui en résultait présentait des problèmes tels que l'instabilité lors des tirs à longue portée et une précision réduite après repositionnement. La Finlande a envoyé à l'Ukraine des pièces d'artillerie tractée plus anciennes provenant de ses stocks, tels que des obusiers 2A36, Gatint B de 150 mm et M46 de 130 mm de conception soviétique, bien qu'elle n'ait pas officiellement envoyé les obusiers de 155 mm de Patria. Ces anciens modèles sont simples à entretenir et à approvisionner car ils sont compatibles avec l'infrastructure d'artillerie actuelle de l'Ukraine. Cette action reflète probablement aussi la tentative de la Finlande de se débarrasser progressivement de son stock obsolète au profit d'armes indigènes plus modernes tout en maintenant la compatibilité des munitions avec les systèmes standards de 156 mm de l'OTAN. Selon un rapport de 2023 de l'agence de presse finlandaise YLE, Patria envisageait d'utiliser les capacités de production locales dans le cadre d'accords de licence pour fabriquer de nouveaux VM en Ukraine. Cela implique que les AMV ont donné de bons résultats en Ukraine, très probablement grâce à leur polyvalence et leur modularité de qualité essentielle à la capacité de l'Ukraine à repousser les forces russes. En supposant que la dernière annonce soit exacte, c'est-à-dire étant donné que la Finlande finance des entreprises pour fabriquer directement des munitions et des équipements pour l'Ukraine, il y a de fortes chances que ces deux initiatives soient liées. Il est également possible que la Finlande étudie la possibilité de construire des obusiers automoteurs locaux basés sur les armes d'artillerie de Patria en utilisant le châssis de l'AMV. Un tel développement serait probablement calqué sur l'obusier français de 156 mm, le César, qui est à placer sur des camions. Le châssis à 8 roues de l'AMV et une meilleure protection blindée pourraient être inclus dans une version conçue par Patria. Le TOW M777 britannique et l'artillerie à chenilles M109A6 Paladin de fabrication américaine, qui déploient tous deux des canons de 155 mm, n'ont pas aussi bien performé sur le champ de bataille que le César français. Peu d'unités ont été détruites, mais environ un tiers de l'artillerie à chenilles fournie à l'Ukraine a été perdue. Cela met en évidence les avantages de l'artillerie à roues, notamment en termes de mobilité et de survie, et réaffirme la nécessité de stratégies de frappes éclairs dans les conflits de moyenne et longue portée. Le Passy Armored Personnel Carrier est un autre véhicule Patria que l'Ukraine a reçu. Le Passy est un véhicule de transport entièrement amphibie, à 6 roues et légèrement blindé, contrairement à l'AMV. Selon un rapport de 2022, l'Ukraine aurait reçu au moins 20 unités XA-185 d'ici la fin de l'année 2022. Tout comme l'AMV, les XA-180 et XA-185 sont des véhicules de soutien de l'infanterie équipés d'une tourelle rotative pouvant être équipés d'un canon automatique ou d'une mitrailleuse. Cependant, peu d'informations sont disponibles concernant leur performance au combat en Ukraine. Des rumeurs indiquent qu'au moins une douzaine d'entre eux ont été détruits, abandonnés ou faits prisonniers par les forces russes. La série XA-200, qui comprend un blindage amélioré mais au détriment de la capacité amphibie totale, la limitant à la traversée d'eau jusqu'à 5 pieds de profondeur, est le résultat des progrès de Patria dans la série Passy. La Finlande et la Suède utilisent principalement la version XA-202 pour les activités de communication et de commandement. Selon une étude publiée en février 2022, Patria modernisait la flotte d'avions XA-202 de la Suède afin d'augmenter sa durée de vie jusqu'en 2025 au moins. Les futures améliorations de la série XA-202 pourraient être influencées par les enseignements tirés du déploiement du XA-185 en Ukraine.
Le Tremos, un système de mortier transportable amélioré de 120 mm, a été récemment introduit par Patria. Le Tremos peut être installé sur une variété de plateformes, y compris des véhicules 4x4, 6x6, 8x et même des véhicules à chenilles, et il intègre des mortiers lourds conventionnels sur un châssis modulaire. Un mécanisme avancé de réduction du recul améliore encore le système de mortier, réduisant l'usure et augmentant la stabilité du véhicule. La capacité du Tremos à se déployer rapidement, il peut tirer dans la minute qui suit sa mise en place et se déplacer immédiatement après avoir tiré la dernière salve est l'une de ses caractéristiques distinctives. Cela va dans le sens des enseignements tirés de la bataille en Ukraine, où il a été constaté que les performances et la capacité de survie de l'artillerie étaient considérablement affectées par la mobilité et le repositionnement rapide. Qu'est-ce que cela signifie pour la dynamique de puissance de la guerre alors que la Finlande soit en mesure de fournir à l'Ukraine non seulement de nouvelles armes, mais aussi des conceptions de pointe qui ont été testées au combat et améliorées? La décision des États-Unis de retirer leur aide financière et militaire à l'Ukraine a considérablement atténué l'impact du don. L'Ukraine pourrait perdre une part importante des dons d'aide militaire futurs en raison de l'annonce du président Trump selon laquelle les États-Unis suspendront l'aide, la fin de la guerre ayant été l'une des promesses les plus importantes de Trump lors de ses discours et interviews électoraux. Il est possible que les États-Unis tentent de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle accepte des conditions de paix moins souhaitables. Les pays européens ont intensifié leurs efforts en offrant une aide supplémentaire et en prenant l'initiative de déterminer si et comment l'Ukraine peut déployer l'armement à longue portée fourni en Russie à la suite du changement de président et de politique étrangère. Selon le don tracker de l'Institut de Kiel, l'Europe avait déjà dépassé les États-Unis en tant que premier donateur à la fin de l'année 2024. Certains pays européens, en particulier ceux qui ont une frontière commune avec la Russie ou l'Ukraine, pourraient être plus enclins à faire des dons plus modernes et plus efficaces maintenant que les dons américains sont en suspens. L'instinct de conservation en est la cause évidente. La Russie a longtemps utilisé la politique comme un simple champ de bataille supplémentaire pour tenter d'influencer l'Europe et les États-Unis, même s'il y a très peu de chances qu'elle déclare un jour la guerre à l'OTAN et tente de prendre le contrôle de l'Europe. Selon une stratégie allemande sur la date à laquelle la Russie pourrait frapper l'OTAN en 2025, la phase initiale du conflit sera probablement de nature politique et démographique. Le Kremlin a été accusé à plusieurs reprises de s'ingérer dans les élections américaines. La décision des États-Unis de suspendre leur aide à l'Ukraine, du moins au même rythme qu'auparavant, suggère que les nations environnantes pourraient envisager ce qui se passerait si la Russie finissait par gagner la guerre. Cette façon de penser place également la Finlande dans une position quelque peu particulière. La Finlande n'a pas subi une forte influence culturelle russe et n'était pas membre de l'Union soviétique ou du pacte de Varsovie. Pour cette raison, il est peu probable que la Russie tente de s'emparer de la Finlande pour les mêmes raisons que l'Ukraine si elle n'était pas membre de l'OTAN. Mais plus de la moitié de la frontière entre l'OTAN et la Russie est partagée par la Finlande, qui possède la plus longue frontière terrestre avec la Russie de tous les pays européens. En outre, la Finlande a perdu plus d'un dixième de sa superficie et l'une de ses plus grandes villes, Viborg, en raison de la guerre qui a opposé les deux nations pendant la majeure partie de la Seconde Guerre mondiale. Des tensions ont déjà éclaté entre la Finlande et la Russie à la suite de la tentative de la première de forcer les réfugiés à traverser la frontière tout en ignorant les véritables réglementations en matière de demande d'asile. La Finlande a donc fermé la majorité de ses postes frontières. En fin de compte, les actions de la Finlande peuvent être interprétées comme une tentative de la part de l'OTAN de se réaligner de telle sorte que les États-Unis ne soient pas le décideur de l'Alliance. Plus précisément, l'annonce par les États-Unis d'un arrêt du financement de l'Ukraine permet à des géants économiques européens comme l'Allemagne, la France, l'Italie ou le Royaume-Uni de prendre les devants et de tenter de négocier un règlement entre les deux nations. Quoi qu'il en soit, la perspective que l'Ukraine obtienne des armes de pointe capables de surclasser complètement ses adversaires russes suggère que le front ukrainien n'est peut-être pas aussi stagnant qu'il l'a été ces derniers mois. Seulement cette fois, l'Ukraine pourrait être la première à utiliser ces nouveaux jouets, comme elle l'a fait lors de l'invasion de Koursk. Cependant, qu'en pensez-vous? L'aide de la Finlande sera-t-elle révélée et s'avérera-t-elle bénéfique? Ou cette nouvelle n'est-elle qu'un effort pour atténuer l'attention portée aux actions quelque peu contradictoires des États-Unis ces dernières semaines? Comme toujours, merci de votre attention et n'hésitez pas à partager vos réflexions dans la section commentaires.